désolé pour le démarrage en mode diesel. Bienvenue à ce journal qu'on démarre par la présentation de la vitrine. Indemnisation des personnes affectées par la construction du nouveau port de pêche, nomination d'un nouveau directeur général à la police républicaine, deux décisions au cœur du Conseil des ministres de ce mercredi 5 février 2025, l'intégralité au seuil de ce journal. Et puis, bonne nouvelle pour les habitants des collines, bénéficiaires du barrage Lifo en construction, une infrastructure pourvoyeuse d'eau potable à une contrée restée longtemps en proie au manque. À suivre le reportage de nos envoyés spéciaux. Et puis, écho de l'étranger avec la colère des Congolais vivant en Angola contre l'hypocrisie de la communauté internationale, le retour au bercail du Français Serge Atlaoui, condamné à mort en Indonésie, et enfin l'annonce du retrait de l'OMS par l'Argentine après les États-Unis. Merci de nous recevoir chez vous. Avec ce journal que nous ouvrons par les décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 5 février, entre autres l'indemnisation des personnes affectées par la construction du nouveau port de pêche, la nomination d'un nouveau directeur général à la police républicaine, le porte-parole du gouvernement livre ici l'intégralité des décisions du Conseil des ministres. Wilfried Léon-Mbéji. Au menu du compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, création de la société d'exploitation du complexe hôtelier de l'Atlantique SA et approbation de ses statuts. Dans le cadre des investissements structurants engagés afin de positionner le Bénin comme une destination touristique de premier plan en Afrique et dans le monde, un accent particulier a été mis sur le développement d'une offre hôtelière de standing international, de même que l'amélioration des capacités d'accueil. À cet effet, le projet de construction d'un complexe hôtelier de référence au sein de la Marina de Ouidah a été entrepris. Il comprendra un hôtel de catégorie 4 étoiles, d'une capacité de 130 chambres, 2 restaurants, un bar, un café et une piscine. En vue de préparer, dans les meilleures conditions, sa mise en service prévue pour 2026, le gouvernement a décidé de créer la société d'exploitation du complexe hôtelier de l'Atlantique, dont les principales activités seront la définition et le suivi des objectifs d'exploitation, ainsi que l'identification des leviers de développement et d'attractivité, la gestion des aspects techniques, commerciaux et administratifs liés à l'exploitation, la définition des cahiers de charges d'exploitation et le suivi de la performance des opérateurs, la structuration et le suivi de la gestion locative, recherche de partenaires, contractualisation, estimation de la valeur locative et révision des loyers, recouvrement, etc. La gestion de l'entretien et des réparations des biens mis en location. La gestion contractuelle des partenaires intervenant dans le complexe hôtelier, portage de contrats de travail et de services. Le Conseil y a marqué son accord et a adopté par la même occasion les statuts de la dite société. Au titre d'autres mesures normatives, figurent les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant modification de la loi numéro 2022-11 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour suprême et de la loi numéro 2022-06 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour des comptes. Approbation des statuts modifiés de l'Agence de développement des arts et de la culture ainsi que de l'Agence béninoise pour le développement du tourisme. Au chapitre des communications, en point 1, indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du nouveau port de pêche de Cotonou. Ce projet consiste à reconstruire sur un domaine de 8 hectares, 39 ar, 97 centiares, 6 au quartier Hulakoji, des installations modernes de pêche artisanale et semi-industrielle intégrant la transformation des produits de pêche. Ces investissements visent la création et le développement d'un pôle de commercialisation des produits de mer dans cette zone. Sa réalisation sur cet espace impacte des propriétés privées se trouvant dans son emprise. Aussi, à l'issue de l'évaluation qui en a été faite,
le Conseil a-t-il autorisé qu'il soit procédé à l'indemnisation des personnes affectées? En point 2, contractualisation avec le groupe Hilton Worldwide Managed Limited pour des missions d'assistance technique hôtelière et de gestion de l'hôtel Hilton Cotonou. Pour rappel, le Conseil des ministres avait déjà autorisé, en sa séance du 11 septembre 2024, les travaux de rénovation du dit hôtel situé au cœur de la ville de Cotonou, près de l'esplanade de l'Amazone et en bordure de l'océan. Le présent partenariat avec ce groupe induira notamment l'augmentation de la capacité d'accueil en offre de haut standing avec environ 200 chambres, le renforcement de l'attractivité du Bénin pour l'organisation de conférences internationales grâce aux salles de réunion modernes et au business center de l'hôtel, la captation d'une clientèle internationale ayant une préférence pour le groupe Hilton, la création de plusieurs centaines d'emplois directs et autant dans les secteurs connexes. Les ministres concernés accompliront les diligences nécessaires à la formalisation du partenariat et veilleront à sa bonne exécution. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le contrôleur général de police, Brice Kokou Alawanou, est nommé directeur général de la police républicaine. Je vous remercie. Alors, quand un Rongbeji très en vue répond à un autre Rongbeji non moins illustre dans le paysage politique du Bénin, cela donne la réplique du porte-parole du gouvernement au président de l'ancien parti PRD qui roule depuis 2018 sous la bannière de l'UPR, parti pro-gouvernemental. Alors, Maître Adrien Rongbeji avait, il y a quelques jours, fustigé la gouvernance en cours évoquant des lois liberticides. Wilfried Léandre Rongbeji répond ceci, il a déjà dit de bien meilleures choses que ça. A commencer donc par répondre le porte-parole du gouvernement qu'on écoute ici. Je me disais bien qu'il y en aurait au moins un de futé parmi vous pour demander à un Rongbeji d'apprécier les propos d'un autre Rongbeji, qui plus est sont grands. Mais vous êtes choqué par la teneur des propos tenus par le président Rongbeji, et je vous l'accorde. Mais je comprendrais aussi que vous ne le jugiez pas exclusivement sur ses propos, parce qu'il a déjà dit de bien meilleures choses que ça. C'est lui qui, parmi les tout premiers, au sein de la classe politique béninoise, avait fait le diagnostic et osé publiquement affirmer la nécessité de faire des réformes d'envergure, notamment au plan de la vie partisane, donc la réforme du système partisan dans notre pays. C'est encore lui qui avait fait le constat de ce que le Bénin que le président Patrice Talon a hérité était un Bénin, pour reprendre à peu près ses mots, fragmenté, descendu de son piédestal, pour lequel il fallait un État fort afin d'engager les réformes et les actions nécessaires à sa réhabilitation. C'est lui, par ailleurs, qui avait indiqué déjà que la situation dans laquelle se trouvait ce Bénin-là nécessitait des réformes audacieuses, des réformes qu'il fallait avoir le courage d'homme d'État d'engager afin donc de le redresser. Après, il est vrai que, comme l'enseignerait La Rochefoucauld, même les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. Mais ça n'est pas parce que seraient apparues des mélancolies sur le chemin que les réformes auraient perdu de leur substance, de leur vertu. Vous avez été choqué à juste titre parce que, au regard de l'ampleur de la transformation positive que connaît notre pays aujourd'hui, on peut s'interroger sur le timing, sur les objectifs d'une telle réaction. Et j'ai dit, je vous accorde d'être choqué. Dans tous les cas, c'est que cela rassure les uns et les autres que le pays est une belle démocratie qui fonctionne. Et que même quand on est de la mouvance, on peut à un moment ou à un autre dire ce que l'on pense. Après, il faut bien que cela soit bien justifié et tienne dans le contexte.
Allons à présent visiter un barrage qui se révèle providentiel à l'éternel problème d'accès à l'eau potable de certaines contrées des collines. Le barrage Lifo, en cours de construction d'une capacité de 12 millions de mètres cubes. William Tchoki et Jean Nombima y ont passé toute une journée aux côtés des techniciens qui construisent ce barrage. Ils nous y invitent. Des coups de pioche incessants sur ces masses de granit. Des machines vrombissent pour dynamiter la couche rocheuse à fleur le sol et à des dizaines de mètres de profondeur. Un travail titanesque pour un gigantesque barrage, l'un des plus grands de la sous-région. Le barrage Lifo, 12 millions de mètres cubes sa capacité. Pour voir de près l'immensité de la tâche, nous survolons le site, une vaste carrière conduite de main de maître par l'expertise chinoise. Un ouvrage érigé sur un des bras du plus grand fleuve du Bénin, l'Ouémé. On a déjà acheté les équipements de la station de traitement, mais pour faire fonctionner ces équipements, on a retenu, installé, sinon construire cette retenue provisoire. Il vient pour régler définitivement la question d'eau potable dans les 6 communes du département des collines. Nous avons un barrage en cours de construction d'une capacité de 12 millions de mètres cubes qui va non seulement desservir les villes de Savè, Tassa et Glazoué, mais au-delà, par exemple Savalou, sur lequel nous avons initié un nouveau projet et nous allons prendre l'eau à partir de Glazoué et poser des conduites avec des ouvrages de reprise de l'eau jusqu'à alimenter les populations de Savalou. Le barrage Lifo bénéficie des mêmes équipements ultramodernes de gestion d'eau que celui d'Ayedjoko. Ici, la station de pompage avec tout l'arsenal de traitement de liquide précieux. Le barrage de Lifo à Glazoué, là, la quantité d'eau serait plus. C'est dire que cette réalisation pour les collines, en général, pas la ville de Savè et Glazoué, je suis certain que pendant longtemps encore, je dis bien et je le répète, ce que j'ai vu avec l'expérience acquise dans ce domaine, on aura au moins 25 à 50 ans pour couvrir nos besoins en eau dans les collines. 2 barrages, 2 gros ouvrages de fourniture d'eau potable pour toutes les collines et même au-delà. 14 millions de mètres cubes d'eau. La zone de socle, plus qu'arrosée, elle est inondée d'eau potable et pour longtemps encore. Le barrage Lifo, solution pour abreuver d'eau potable des citoyens hier dépourvus, solution aussi pour l'agriculture à travers des possibilités potentielles d'irrigation. Mais derrière, il y a le défi crucial après la maîtrise de l'eau, de l'accès au financement. Une solution est offerte à travers le FNDA, le Fonds national pour le développement agricole. Des acteurs du monde agropastoral s'en frottent les mains. Écho ici. Nourrir convenablement la population béninoise et assurer la sécurité alimentaire sont des priorités dans la vision du gouvernement du Bénin en ce qui concerne la politique agricole. Ce gouvernement a donc décidé d'augmenter la production autant végétale qu'animale. Pour y arriver, il met en place des instruments de financement agricole. L'un de ces instruments, l'un des plus utilisés, c'est le FNDA, le Fonds national de développement agricole. Ce fonds, le FNDA, a apporté du financement aux producteurs qui l'ont demandé sur tout le territoire national. De 2020 à 2022, grosso modo, c'est à peu près 11 milliards. Pour l'année 2023 seulement, c'est à peu près 61 milliards qui ont été facilités par le FNDA, avec à peu près, bien sûr, plus de 8000 bénéficiaires. Pour le seul mois
de janvier, on a déjà facilité à peu près 4,5 milliards. Le FNDA est là pour impacter, pour aider les producteurs agricoles, que ce soit les grands producteurs ou les petits producteurs. Les témoignages sont nombreux et viennent des bénéficiaires eux-mêmes. Grâce à FNDA, nous avons bénéficié d'un crédit bonifié. Ça nous a beaucoup aidé. Nous avons augmenté notre production. C'est vraiment une subvention de plus de 30 millions. Il nous a aidé à travers l'octroi d'un prêt en 2020 et ce prêt a été renouvelé en 2022. Ces différents prêts nous ont beaucoup aidés parce que nous avons multiplié par 3 le volume de nos activités. Ainsi, du nord au sud, des producteurs ont bénéficié de facilités financières pour développer leurs activités de production. C'est mieux comme un prêt. C'est un prêt dont l'État a partagé l'intérêt avec nous. Ils ont validé le dossier à hauteur de 20 millions. Comme je travaille le bois, j'ai eu l'idée d'en planter aussi. J'ai pensé à une orangerie. J'en ai fait plus de 11 hectares. Ou 11 hectares. À Rontopa, ici en saison sèche, les arbres s'assèchent par manque d'eau. J'ai donc sollicité le FNDA pour faire des travaux d'irrigation. Ils m'ont accordé 12 500 000 francs. 12 500 000. FNDA soulage. Ça soulage fortement. J'ai même envoyé mes enfants à lycée agricole déjà pour prendre la relève demain. Et ils vont faire mieux que moi. La méthode s'est révélée efficace puisque la production a sensiblement augmenté et les producteurs s'en réjouissent vu que les affaires marchent. Il faut indiquer que les chiffres entendus dans ce reportage remontent à 2024. La situation a donc certainement beaucoup changé. Passons à l'actualité de nos institutions. Matinée chargée à la vice-présidence, le représentant résident de la CEDEAO au Bénin a été reçu par la deuxième personnalité du pays, Amado Diangué, nous livre ici ses impressions à l'issue des échanges. Il est au micro de Gina Lafouda Monsiaboka et Edmond Rumbo. Je tenais à lui présenter mes vœux de bonnes et heureuses années. J'ai reçu ses vœux à elle avec beaucoup de fraternité. J'ai reçu son message de vœux et donc je voulais de vive voix lui présenter les miens et aussi échanger avec elle sur un peu ce qui est notre mandat ici au Bénin et l'état de notre CEDEAO, de notre maison commune qui traverse, vous le savez tous, donc un certain nombre de turbulences que nous considérons, et bien sûr elle m'en a rassuré, comme des moments difficiles, mais des moments qu'on peut traverser rapidement. Je tenais aussi à lui dire toute la reconnaissance de la CEDEAO pour les sacrifices que le Bénin a fait en ces moments difficiles de notre histoire commune. Et le Bénin a fait sa part de sacrifice dans cette épreuve. Et nous savons qu'à terme, il n'y a pas d'alternative à l'intégration, donc. Et c'est ce que le Bénin a compris. Bien sûr, je ne peux pas manquer de saluer les progrès enregistrés dans ce pays. Pour quelqu'un qui parcourt l'Afrique depuis tant d'années, je sais que, oui, du chemin a été parcouru. Et l'une des choses que je note au Bénin, c'est que les Béninois se disent que rien n'est plus impossible pour eux. Et ça, c'est une marque importante des grands peuples. Merci. Merci. La vice-présidente de la République a aussi reçu le président de l'autorité de protection des données personnelles. À la sortie de cette rencontre, le responsable de la PDP confie ici les sujets abordés. On l'écoute. Nous avons voulu la rencontrer en sa qualité de vice-président de la République, mais également en sa qualité de grande chancelière de la République. Les sujets qui ont été abordés étaient de deux ordres. Le premier ordre, c'est que nous avons expliqué quel était le mandat de notre autorité et surtout l'importance de la protection des données personnelles dans notre pays. Nous avons demandé l'appui de la vice-présidente pour nous aider à accomplir cette mission qui est éminemment importante aujourd'hui dans un contexte où le numérique est au cœur de tout ce que nous faisons au quotidien. Elle nous a assuré évidemment de sa disponibilité à nous accompagner dans ce sens et nous a donné beaucoup de conseils et également nous a expliqué qu'elle comprend l'importance de la protection des données personnelles et va œuvrer
aux côtés de la PDP pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Deuxième ordre, c'était parler encore de la visibilité de la PDP, mais par rapport à la grande chancellerie, la PDP n'a jamais été décorée. Pourtant, la PDP existe depuis 2009 sous le nom de la CNIL, mais en 2017, avec la loi, on est devenu APDP, Autorité de protection des données personnelles. Elle nous a donc expliqué les conditions dans lesquelles les décorations sont faites pour les institutions, nous a beaucoup conseillé et a demandé de prendre en compte cette institution importante de la République pour nous permettre aussi de candidater et de voir les conditions, si on les remplit, pour permettre aux agents de la PDP d'être également décorés. Voilà. Écho de l'actualité de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, dont le président a reçu l'ambassadeur d'Allemagne près le Bénin aujourd'hui même, à une visite de courtoisie ponctuée de sujets liés à la coopération entre le Bénin et la République fédérale d'Allemagne, notamment dans le secteur des médias. Je vous propose ici de suivre l'ambassadeur Stéphane Buchwald au micro de Jules Akoikou et Ariane Da Silva. Je suis au Bénin depuis août 2023 et je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer le président de l'AAC. Donc je me suis dit, il est grand temps de le voir. Comme notre ambassade a beaucoup à faire avec des journalistes, des médias en général, j'ai insisté de voir l'institution régulatrice des médias. Donc on a constaté qu'il y avait pas mal de coopération entre le Bénin et l'Allemagne dans le passé. Et bon, j'espère qu'on pourra continuer cette coopération. Pour la presse, pour les médias béninois, il y a quand même une année très intéressante qui s'annonce avec les élections l'année prochaine. Et donc, nous, on avait déjà des projets avec des journalistes dans le domaine de la désinformation. Et on va voir ce qu'on peut faire. Désolé. Le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a aussi reçu une délégation de l'Association des animateurs et présentateurs du Bénin, une démarche pour présenter l'association au président de la HAC, mais pas que. On suit ici le président de l'association, Ulysse Elliott Georgie, sur des propos recueillis par Jules Akoikou et Ariane Da Silva. C'est une démarche également de disposition à coopérer avec l'institution. Parce que nous avons remarqué que les animateurs, présentateurs dans les médias, que ce soit radio, télévision ou même dans le live, sont peu associés au fonctionnement de la HAC, aux formations, aux sensibilisations. Nous sommes venus donc informer le président de l'existence de l'association et notre disponibilité à coopérer avec l'institution. Nous avons été très bien reçus par le président qui a aimé la démarche et a promis vraiment nous accompagner dans nos actions futures, notamment les formations, les sensibilisations un peu partout sur le territoire national parce que c'est une association à caractère national qui a plus de 200 membres. Donc nous sommes engagés sur un sentier de régulation, de sensibilisation et surtout de formation des acteurs du secteur de l'animation et de la présentation au Bénin. Dans la foulée, un acteur de la gouvernance locale a aussi été reçu par le président de la HAC. Il s'agit du maire de la commune de Soava. Une visite de courtoisie, mais au-delà aussi des questions de développement local. On va écouter ici le maire de Soava. Vous savez que la commune de Soava, c'est une commune lacustre et nous avons vraiment besoin de communiquer autour des différents projets de développement que le chef de l'État est en train de mener dans la commune de Soava, surtout le projet Gambie réinventé qui est à sa phase active aujourd'hui. Nous avons parlé de tous ces projets et bien sûr d'autres projets pour le développement communicationnel de la commune de Soava en particulier et du Bénin en général. Le président a reçu quand même nos doléances et a promis nous accompagner dans ce sens pour que Soava soit vraiment couvert sur le plan communicationnel.
Une nouvelle dynamique s'installe, on change totalement de sujet pour aller dans l'univers de l'éducation. Une nouvelle dynamique s'installe donc au lycée technique agricole d'Inan en cette rentrée 2025 avec des infrastructures rénovées et des salles de classe nouvellement construites. L'établissement offre désormais un cadre plus adapté aux exigences de l'enseignement agricole. Aux premières heures de la reprise, le ministre des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle, Yves Kouarouchabi, s'est rendu sur place pour lancer officiellement la rentrée et surtout encourager les élèves. Reportage Abdoulafou Idrissou et Nogon Patin. Au lycée technique agricole d'Inan, la rentrée 2025 s'ouvre sous de bons auspices. De nouveaux blocs de salles flambant neufs offrent aux élèves un cadre d'apprentissage amélioré, symbole des efforts continus en faveur de l'enseignement technique et agricole. Lorsque vous avez de jolies salles de classe comme ça, qu'est-ce qui reste ? Vous travaillez, c'est bien ça. Alors le gouvernement vient vers vous lancer officiellement la rentrée des lycées techniques agricoles. Cette rentrée revêt une importance particulière pour toute la communauté lycéenne d'Inan, tant sur le plan pédagogique que sur celui des infrastructures. L'année scolaire qui s'ouvre devant nous est porteuse d'espoir et de promesses. Notre lycée est un lieu de formation, d'innovation et d'excellence et nous nous engageons à offrir à nos élèves les meilleures conditions possibles pour leur apprentissage et leur épanouissement. Les taux de succès aux examens au titre de l'année scolaire 2024 se présentent comme suit. Au niveau 1, 29 admis sur 29 candidats présentés, soit un taux de succès de 100%. Au niveau 2, 256 admis sur 280, soit un taux de succès de 91,42%. Notons qu'au titre de l'année 2024, l'effectif du LTA INA est de 1254 apprenants, dont 296 filles. À cette occasion, les efforts du gouvernement et de ses partenaires ont été unanimement salués. À vous, élèves, je veux adresser un message particulier. Vous êtes l'avenir du Bénin. L'agriculture et l'agro-industrie ont besoin de talent, de passion, d'innovation. Profitez pleinement de ces nouvelles infrastructures et des opportunités qui vous sont offertes pour développer vos compétences et construire les parcours professionnels ambitieux. L'AFD et les partenaires techniques et financiers restent engagés aux côtés du Bénin pour poursuivre cette dynamique de transformation. Chers apprenants, après ce temps de repos bien mérité, vous voici à la reprise des activités scolaires et où de meilleures conditions de travail vous attendent. Je voudrais adresser un remerciement particulier, une fois encore, à la directrice pays de l'Agence française de développement, qui, à travers le projet Défi Pro, nous appuie déjà pour les travaux de réhabilitation du lycée technique agricole d'Inan, où nous nous trouvons actuellement. Et à vous, chers membres de l'administration scolaire des lycées techniques agricoles, la réussite de cette année scolaire dépendra des actions de tout un chacun de vous. Je vous invite à plus de sérénité, à plus de rigueur, à plus de travail. La modernisation des lycées se poursuit sur l'ensemble du territoire national, un engagement réaffirmé par les partenaires aux côtés de l'État afin de garantir aux apprenants un cadre propice à l'excellence. Le ministre de tutelle n'a pas effectué le déplacement du lycée technique agricole d'Inan, rien que pour le lancement solennel symbolique de la rentrée. Il a marqué une pause, une halte pour discuter aussi avec les acteurs éducatifs sur place, des réformes en cours et surtout des engagements du gouvernement à dynamiser ce domaine essentiel dans l'éducation, l'enseignement technique et professionnel. Voyons à nouveau le reportage d'Abdoulafou Idrissou et de Nogon Patin. À 70 km de Parakou, le lycée technique professionnel d'Inan accueille un échange direct entre le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et les acteurs éducatifs sur les réformes en cours et les engagements du gouvernement. Le LTP INA est un établissement à régime mixte, c'est-à-dire internat et externat, qui accueille à ce jour 904 élèves, dont 204 jeunes filles réparties en 47 groupes pédagogiques. À la rentrée scolaire 2024-2025,
Notre lycée offre une diversité de formations groupées en plusieurs spécialités. J'ai le devoir de vérité. Les programmes sont en train d'être revus et les programmes qu'on est en train de mettre en place, c'est des programmes qu'on dispense dans les meilleurs lycées du monde. Ce volet-là est presque achevé. Mais le programme, c'est aussi quoi? C'est les enseignants. Est-ce que les enseignants qui sont recrutés ou seront recrutés pour dispenser ces contenus-là de formation, est-ce qu'ils sont bien formés? Lors de cette rencontre sans filtre, où préoccupations et attentes ont été largement abordées, le ministre a été soutenu par le ministre conseiller. Loin de toutes les revendications personnelles, c'est les regards fixés sur le changement que nous devons apporter à nos enfants. Je serai souvent avec vous pour s'assurer que les 3 modules de classe qui ont été promis ici ont été réalisés dans le délai et dans la qualité que le chef de l'État a décidé. Je serai avec vous pour établir ce pont direct pour que ce qui a été promis ici soit réalisé ici. À l'issue des discussions, satisfaction générale. On a eu l'occasion de comprendre la gestion administrative du personnel par ces ministres-là. Vraiment du bon travail. On n'avait pas des informations, mais aujourd'hui, je crois que notre tension a baissé. Cela nous a permis d'échanger avec lui autour des questions qui nous tenaient vraiment à cœur, entre autres la situation des enseignants qui doivent retourner en formation, la création des lycées agricoles qui est en cours, les filières qui devaient disparaître dans certains lycées. Franchement, c'était des échanges qui nous ont permis d'apprendre beaucoup et de mieux comprendre tout le travail qui se fait par le ministre dans notre secteur. Prochaine étape pour la délégation, l'école de formation médico-sociale de Barakou pour le même exercice. Passons du sourire des futurs techniciens agricoles, hélas, à une tristesse par rapport à la disparition d'un jeune talent de la musique béninoise. Eh bien, il s'agit de la disparition de cet artiste chanteur truculent sur scène. Le monde artistique béninois pleure Willy Millon. Il est décédé hier mardi 4 février à Ouagadougou, au Burkina Faso. Son concept de danse Noudjiou a séduit la jeunesse burkinabé, renforcé sa popularité. Grâce à son talent et son énergie, il s'est imposé comme une figure incontournable de la musique au Bénin. Et selon les premières informations, il aurait succombé, hélas, à une courte maladie. Cette disparition soudaine attriste bien évidemment ses proches et tous ses nombreux fans. Blaise Adampo. Chanteur et danseur créatif, Willy Millon, de son vrai nom Wilfrid Millon, avait la musique non seulement chevillée à l'âme, au corps, mais aussi au bout des doigts, pour le talentueux arrangeur qu'il était. Willy Millon est musicien, arrangeur et après chanteur. Ah, d'accord. Mais quand tu es arrangeur, musicien, tu es derrière la scène. On ne te voit pas. C'est ça. Tu fais beaucoup de merveilles, mais les gens ne savent même pas que c'est toi. Ces mélodies entraînantes et remuantes portaient des messages puissants et sublimaient l'amour du Bénin et ses valeurs. À travers ses chansons, Willy Millon célèbre avec fierté la culture de son pays, son histoire et ses traditions. Ses textes chauvins invite son peuple autour du symbole unificateur de la Jatroué et à honorer ses racines. Qui n'a pas succombé à l'énergie contagieuse de Noudjiou, devenu l'hymne d'une génération en 2007, ce tube a transcendé les frontières musicales pour incarner un mouvement culturel popularisant une danse cuite. Né à Parakou en 1986, l'adolescent de Ouida se distinguait déjà au milieu de sa fratrie musicale et finit par diriger l'orchestre de son collège, puis à l'université. Son talent le propulse au sein des Canons B52, groupe emblématique de Porto Novo, où il s'impose comme bassiste. Auteur de nombreux titres marquants, il se révèle au grand public avec Menedji, extrait de son premier album. On n'oublie pas aussi sa chanson L'Intien, qui a connu un grand succès. Son engagement social s'exprime aussi par des collaborations percutantes comme Harcèlement avec Dossi, une chanson dénonçant les abus et appelant à une prise de conscience collective. En 2018, il a même célébré la Journée internationale de la femme avec son rythme Kosso.
on est en train d'apprendre à la population à danser le kosso. Et aujourd'hui, spécialement les femmes vont beaucoup plus danser le kosso. C'est le kosso qui célèbre la femme. Artiste généreux, il consacrait son temps et son art à inspirer la jeunesse et à valoriser sa patrie. Il a chanté à la gloire de l'équipe nationale du Bénin, quart de finaliste à la CAN 2019 en Égypte. Il est installé depuis plusieurs mois au Burkina Faso et y travaillait. Il a même été l'auteur d'une chanson pour les étalons lors de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Aujourd'hui, si ses fans sont choqués et inconsolables face à sa soudaine disparition, son héritage reste vivant. Ses mélodies vont continuer de faire danser, ses mots de guider et son engagement de motiver les futures générations. Willy Mion n'est plus, mais son étoile scintille à jamais dans le ciel musical béninois, rappelant à chacun que la joie, la fierté et l'espoir sont des valeurs que la musique rend éternelles. Repose en paix l'artiste, ton œuvre est une promesse d'éternité. Écho à l'étranger de la colère des Congolais vivant en Angola qui dénoncent l'hypocrisie de la communauté internationale, le retour au bercail du français Serge Atlaoui, condamné à mort en Indonésie, et puis l'annonce du retrait de l'OMS par l'Argentine après les États-Unis. Des Congolais vivant en Angola dénonce l'hypocrisie de la communauté internationale alors que la ville de Goma est en proie à un conflit qui déchire l'est de la RDC. Après un violent assaut du groupe armé M23 et des troupes rwandaises, les signaux inquiétants s'accumulent. La communauté congolaise en Angola s'insurge donc contre la passivité des Européens et des Américains. Pendant ce temps, à Bukavu, dans le sud Kivu, une prière écuménique en faveur de la paix dans l'est du pays a été organisée par des femmes de différentes confessions religieuses, avec en tête l'Église catholique. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est entretenu au téléphone cette semaine avec Elon Musk, allié du président américain Donald Trump. Leurs échanges ont porté sur les préoccupations de l'Afrique du Sud concernant les récents commentaires du président Trump qui a accusé le pays de confisquer des terres et de traiter certaines catégories de personnes très mal. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président Ramaphosa a rappelé à Elon Musk le respect du pays pour l'état de droit, la justice, l'équité et l'égalité qui sont inscrits dans sa constitution. Le Français Serge Atlaoui, condamné à mort en Indonésie pour trafic de drogue depuis 2007, est de retour en France ce mercredi 5 février. Après 18 ans de détention, dont plusieurs passés sous la menace d'une exécution, cet artisan soudeur de 61 ans, qui a toujours clamé son innocence, a atterri à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à 10 heures. Il a été pris en charge par l'administration pénitentiaire et conduit au tribunal judiciaire de Bobigny. Il a ensuite été présenté à un magistrat du parquet qui lui a notifié son incarcération dans la maison d'arrêt du Val d'Oise à Osny où il a été transféré. Son avocat espère une sortie de prison immédiate. Je suis convaincu qu'on va parvenir à convaincre le parquet de faire en sorte que l'affaire soit audiencée rapidement et que nous parviendrons à convaincre le tribunal de la nécessité d'adapter la peine d'une façon telle qu'il puisse sortir immédiatement. L'Argentine sera retirée de l'Organisation mondiale pour la santé. C'est une décision du président argentin Javier Milei qui intervient dans la foulée du retrait de l'OMS annoncé par les États-Unis. Javier Milei critique la gestion de la pandémie et l'influence politique de certains États. L'annonce a été faite par le porte-parole de la présidence qui évoque de profondes différences sur la gestion sanitaire. Il précise que les Argentins ne vont pas permettre à une organisation internationale d'intervenir dans leur souveraineté, encore moins dans leur santé.
Merci à Jennifer Sachivi pour ce tour à l'étranger sur lequel nous fermons ce journal en vous disant merci pour votre inusable fidélité et à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.